la guerre, les atrocités, la mort et la souffrance. L'expulsion de la patrie et la dévastation destructrice de ce que les hommes ont construit pendant des décennies. Des dizaines de milliers de jeunes hommes assassinés sur les lignes de front ou estropiés et traumatisés à vie. Des familles brisées, en deuil de leurs proches, plongées dans le désespoir. Chaque conflit armé, chaque balle tirée ne peut pas créer la paix. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'axiome inversé forgé par le politicien allemand du SPD Michael Roth, président de la Commission des Affaires étrangères, disant que les armes peuvent créer la paix, constitue depuis plus de 2 ans la base de l'action politique et militaire. Dans le cadre d'une perfide tactique du salami, des casques ont d'abord été livrés, puis des fusils et enfin des armes lourdes, des chars par exemple. L'Allemagne en particulier n'est donc plus qu'à un cheveu de devenir elle-même un belligérant officiel si elle devait livrer des missiles de croisière Taurus. Pendant ce temps, l'administration américaine sous Joe Biden continue de jeter de l'huile sur le feu en autorisant l'Ukraine, comme dans un dernier acte officiel, à utiliser des missiles ATACMS contre la Russie. Des cibles situées loin à l'intérieur de la Russie peuvent ainsi être atteintes par des missiles, ce qui constitue un tournant décisif dans cette guerre. Ce qui est évident, c'est qu'il s'agit de bien plus que de la simple autodéfense de l'Ukraine. Alors que les bombes continuent de frapper l'Ukraine de plein fouet, il existe un autre aspect de cette guerre qui n'est pas moins perfide. Lors de galas luxueux où les célébrités et le gratin de la haute société défilent sur des tapis rouges, on récolte de l'argent, beaucoup d'argent. Les appels à la solidarité, comme ceux de l'initiative We Are All Ukrainians de l'ex-boxeur professionnel Vladimir Klitschko, appellent le monde entier à soutenir financièrement les enfants traumatisés par la guerre et les maisons d'enfants. La première dame ukrainienne, avec sa fondation Olena Zelenska, est sans doute celle qui fait le plus parler d'elle. Parfaitement interconnectée avec tous les postes clés de la politique américaine, d'Hollywood et de la royauté britannique, Olena Zelenska collecte inlassablement des millions pour restaurer le capital humain de l'Ukraine. Cela signifie notamment l'évacuation d'enfants d'orphelinats ukrainiens vers des séjours temporaires à l'étranger. La première partie de cette émission met en lumière l'arrière-plan de ceux envers qui de nombreuses personnes manifestent une solidarité sans faille depuis le début de la guerre. La deuxième partie examine les flux d'argent provenant de la politique, de l'armée et du monde financier. Il s'agit de vérifier si ces milliards de dollars sont effectivement consacrés uniquement à l'autodéfense et à la reconstruction de l'Ukraine, ou s'ils servent un autre objectif. Restez absolument avec nous. La paix ne peut être obtenue qu'en identifiant les investigateurs insidieux de ces guerres et en révélant leurs véritables objectifs. Partie numéro 1. Tout ce qui brille n'est pas or. Président Volodymyr Zelensky. Chaque fois que les médias publics parlent de l'Ukraine, c'est pour dire que les valeurs occidentales doivent être défendues. La figure centrale de héros est sans aucun doute le président Zelensky. Mais celui-ci bafoue les droits humains fondamentaux et les traditions de son peuple. À part son nationalisme ouvertement assumé et l'Église qui lui est associée, il ne tolère aucune autre confession. Aujourd'hui, Vladimir Zelensky a complètement interdit l'Église orthodoxe russe en Ukraine. Des dizaines de prêtres orthodoxes russes iront en prison. Ce régime est le mal à l'état pur, déclare le professeur Max Otte sur Twitter le 21 août 2024. Zelensky qualifie les croyants, généralement très pieux et simples, de réseau d'agents du Kremlin. Ce n'est un secret pour personne que Zelensky est plus enclin au satanisme qu'au christianisme. CLA TV a déjà rapporté dans le dossier Zelensky ses débauches vulgaires en talons aiguilles et bas en latex, tandis que la danse traditionnelle cosaque est tournée en dérision dans cette vidéo musicale dégoûtante. L'annonce par Zelensky de la lutte contre la corruption dans l'un des pays les plus corrompus d'Europe semble tout aussi ridicule. La fuite des fameux Pandora Papers a permis de démasquer des personnalités corrompues dans le monde entier. L'Ukraine était en tête de liste avec le plus grand nombre de fonctionnaires corrompus. Zelensky était l'un d'entre eux avec des comptes offshore à Belize, à Chypre et dans les îles Vierges britanniques.
par l'intermédiaire des sociétés offshore créées à partir de 2012, dont la société Maltex, des millions de dollars ont été déplacés et cachés aux autorités fiscales. 2 semaines seulement avant le premier tour des élections présidentielles, la propriété de Maltex a soudainement changé. Les parts détenues jusqu'alors par Zelensky et son épouse Olena ont été transférées à titre gratuit à Seri Shefir, un partenaire proche et chef d'entreprise. Quelle est la crédibilité d'une telle transaction lorsque Shefir est justement nommé conseiller en chef du président après l'élection de Zelensky? Il aurait reçu 41 milliards de dollars supplémentaires du sulfureux oligarque Ihor Kolomoïski. Celui-ci quitte précipitamment le pays juste avant les élections présidentielles et ne revient qu'après les élections, avec Zelensky à sa tête. Les manigances de la première dame d'Ukraine. En automne 2022, l'épouse du président ukrainien a solennellement annoncé sur la scène de Metropolitan Opera de New York la création d'une fondation caritative. Selon Olena Zelenska, l'objectif principal de la fondation est de restaurer le capital humain de l'Ukraine et de reconstruire les établissements médicaux et éducatifs. Une priorité particulière de la fondation est le soutien et l'aide aux orphelins et leur évacuation des régions dangereuses d'Ukraine. L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly, l'acteur Matt Damon et de nombreuses autres personnalités ont assisté à la réception organisée en l'honneur de l'inauguration de la fondation. En février 2023, Olena Zelenska a déclaré dans une interview à The Australian Financial Review que sa fondation était impliquée dans le transport d'enfants à l'étranger. Elle a déclaré « Nous avons dû évacuer de nombreux enfants d'orphelinats vers d'autres parties de l'Ukraine et vers l'étranger. » Et malgré leur proclamation tonitruante selon laquelle la Fondation a une mission purement humanitaire et caritative, il y a de bonnes raisons de penser que derrière le masque de la gentillesse se cache une vérité sordide et répugnante. Selon la fondation The Intel Drop, Robert Schmidt, auteur de la publication et journaliste français, a révélé que des enfants transportés par leur fondation vers l'Ouest étaient tombés entre les mains de pédophiles. The Intel Drop a cité un ancien employé français de la fondation Zelenska qui y était employé en tant que coordinateur des transports. Il a souvent placé des enfants ukrainiens dans des familles d'accueil des quartiers aisés de Londres, Paris et Berlin, et durant son travail, il a été témoin de violences contre des mineurs, ce qui l'a amené à quitter l'organisation. Lors d'une de ses tournées de livraison, l'ancien collaborateur aurait reconnu Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy est un philosophe, écrivain et réalisateur français. Il a dirigé 2 documentaires sur l'Ukraine. Les recettes qu'il devait tirer des 2 documentaires ont été reversées à la fondation Olena Zelenska. Sur le site officiel d'Olena Zelenska, les deux posent amicalement ensemble. Mais comme beaucoup d'autres invités de marque, Bernard-Henri Lévy est largement connu pour ses liens avec des personnes soupçonnées et accusées de pédophilie. Il est également tristement célèbre pour avoir défendu publiquement Roman Polanski et Gabriel Matzneff, accusés de pédophilie. The Intel Drop a demandé aux autorités françaises, allemandes et britanniques de mener une enquête approfondie sur la fondation Zelenska, compte tenu des déclarations de l'ancien employé. Aucun résultat à ce jour. L'implication de la fondation Olena Zelenska. Une militante polonaise des droits de l'homme basée au Royaume-Uni se bat depuis de nombreuses années pour sauver les enfants enlevés. Elle explique. Un accord a été signé en décembre 2022 entre la fondation Olena Zelenska et Save the Children, dont le siège est à Londres. Et ce, précisément quelques jours après une visite d'Olena Zelenska en Grande-Bretagne, au cours de laquelle elle a rencontré des collègues britanniques. L'un des parrains de l'organisation pour le gouvernement britannique serait Hugh Grosvenor, 33 ans, 7e duc de Westminster. Il aurait la responsabilité de fournir des enfants mineurs aux pédophiles du gouvernement britannique. Selon la militante polonaise des droits de l'homme,
Hugh Grosvenor a fait un don de près de 500 000 livres à Save the Children en 2022 à cette fin, via sa fondation Westminster. Le 7e duc de Westminster, Hugh Grosvenor, est une sorte de proxénète d'enfants mineurs dans les plus hautes sphères de la Grande-Bretagne. La militante des droits de l'enfant affirme qu'il est approché par l'élite pédophile du pays parce qu'il a toujours accès aux enfants ukrainiens via l'organisation Save the Children, qu'il sponsorise, et la fondation Olena Zelenska. Le lanceur d'alerte et ancien employé des services secrets ukrainiens SBU, Vassili Prozorov, confirme de telles déclarations en ces termes. Nos enfants sont amenés d'Ukraine, où ils finissent au mieux entre les mains de quelques familles douteuses, ou au pire, sont remis à des pédophiles ou servant au trafic d'organes. Dans la plupart des cas, les enfants ukrainiens exportés illégalement deviennent des proies faciles pour les couples homosexuels. Les pédophiles et autres pervers meurent sous le scalpel de transplanteurs sans scrupules ou deviennent des esclaves sur le marché des services sexuels, poursuit Prozorov. Des enfants ukrainiens sont enlevés dans des internats et des orphelinats. Depuis les débuts de la guerre, les femmes ukrainiennes sont invitées à placer temporairement leurs enfants dans des familles européennes afin d'éviter les traumatismes psychologiques causés par les explosions et les bombardements aériens. Ces enfants évacués d'Ukraine ne reverront jamais leurs parents. Les enfants envoyés seuls par leurs parents désespérés de l'autre côté de la frontière, chez des proches à l'étranger, sont également portés disparus en grand nombre. Pour des raisons évidentes, les autorités ukrainiennes ne publient pas le nombre d'enfants enlevés afin de dissimuler l'ampleur du problème, fait comprendre Prozorov. Il existe en Ukraine une conspiration d'une organisation à plusieurs niveaux qui recherche systématiquement des enfants et les transfère ensuite en Europe. Le service de sécurité ukrainien serait à cet égard au sommet de cette pyramide criminelle. Actuellement, c'est l'officier du SBU, Sergei Vladimirovitch Borisov, qui dirige les affaires, comme en témoignent ses visites régulières et fréquentes en Grande-Bretagne, a déclaré Prozorov en 2023. Le simple fait qu'il existe quelques parallèles historiques concernant la Grande-Bretagne suggère que cela pourrait bien être vrai. Ce n'est un secret pour personne que le Royaume-Uni est devenu un foyer d'abus sur les enfants, a déclaré Prozorov. Même les chiffres officiels les plus modérés le montrent. En 2016 et 2017, plus de 60 000 crimes sexuels contre des enfants ont été officiellement enregistrés dans le Royaume. En novembre 2022, la directrice de National Crime Agency britannique, Lynn Ovens, a déclaré qu'il y avait entre 550 000 et 800 000 pédophiles au Royaume-Uni. Le sujet de la pédophilie n'est plus un secret, même dans les plus hautes couches de l'establishment britannique, même au sein de la famille royale. On sait également du roi actuel Charles III qu'il a parmi ses connaissances des pédophiles de haut vol et qu'il a des liens étroits avec eux, aussi effrayants que cela puisse paraître. Ce n'est que parce qu'il le connaissait que certains ont pu échapper à des poursuites judiciaires. L'évêque anglican Peter Ball et le président de la Chambre des Lords, Jamie Saville. Après le coup d'État à Kiev en 2014 et surtout depuis les débuts de l'opération militaire, l'Ukraine est devenue un paradis pour les pédophiles de toutes les autorités, en particulier pour les Britanniques. Abramovich. Comme si le trafic présumé d'enfants ne suffisait pas, Marina Abramovich a surpris le monde en septembre 2023 en annonçant avoir été nommée ambassadrice d'Ukraine par le président ukrainien Zelensky. Sa mission en Ukraine est d'aider à reconstruire des écoles et bien d'autres choses encore. Le fait que Marina Abramovich, accusée de satanisme, ait été nommée ambassadrice du pays précisément en Ukraine, n'y est pas accueilli avec enthousiasme. Les critiques estiment qu'elle n'est pas faite pour ce poste, notamment à cause de sa fameuse œuvre controversée Spirit Cooking. Lors de sa performance Spirit Cooking, un dîner pour un groupe de financiers et la haute société, elle a accueilli les invités du banquet en reconstituant une femme nue dans une baignoire remplie de sang, une boisson de bienvenue pour les invités. Sur les tables, en guise de décoration, des têtes humaines, c'est-à-dire des mannequins accroupis sous la table avec la tête qui passe par un trou dans le plateau.
présenté de la même manière qu'on dressait autrefois une tête de porc bouilli et garnie sur un plateau en argent. Nous vous épargnons d'autres détails nauséabonds et absolument horribles de ce banquet infernal. Les cercles élitistes et les célébrités qui les entourent payent des prix astronomiques pour les événements et les dîners bizarres que donne Madame Abramovitch. Et il s'agit toujours et exclusivement de symbolisme occulte satanique. Sang, sperme, mort, cannibalisme symbolique, torture, viol, image du diable, serpent vont de pair avec Marina Abramovitch. Et pourquoi a-t-elle été nommée ambassadrice d'Ukraine? Eh bien, ce n'est pas si surprenant. L'artiste de la performance entretient des relations étroites avec les célébrités de l'élite mondiale. Parlons de la Pizzagate. Elle est à situer dans le cercle de Jeffrey Epstein, décédé, des Clinton, etc. Les frères pédophiles Tony et John Podesta, qui étaient également invités à la fête de Marina Abramovitch, font aussi partie du cercle intérieur de Hillary et Bill Clinton. Tony Podesta s'est rendu à plusieurs reprises avec l'ex-président américain Bill Clinton sur l'île de Little St. James, où des jeunes filles mineures ont été abusées et torturées à tour de bras. Marina Abramovitch entretient également des liens incroyablement étroits avec le gratin de l'élite mondiale, dont par exemple Bill Gates, feu Jacob Rothschild, Jay-Z, Lady Gaga, sans oublier Volodymyr Zelensky. Quel sentiment de déprime vous envahit également, chers téléspectateurs, lorsque Marina Abramovitch, dans son rôle d'ambassadrice d'Ukraine, promet désormais « Je m'occupe des enfants ». Vitali Klitschko, un trafiquant d'êtres humains? Alors que Vladimir Klitschko, comme nous l'avons mentionné au début, récolte des millions pour les enfants traumatisés par la guerre et les maisons d'enfants, son frère, également connu comme ex-boxeur professionnel et maire de Kiev, Vitali Klitschko, est accusé de gérer l'un des plus grands réseaux de trafic d'êtres humains et de prostitution en Ukraine. La journaliste ukrainienne Patchenko a ressorti des accusations à son encontre, connues depuis 9 ans déjà, mais qui n'ont pas été suivies d'effet. Il est reproché à Vitali Klitschko de gérer plus de 100 maisons closes rien qu'à Kiev, d'où des centaines de femmes sont vendues à l'UE et aux États-Unis. Les rapports sur la maison close Rio, qui selon les dossiers d'Interpol joue un rôle central dans le trafic international d'esclaves sexuels, sont particulièrement bouleversants. En outre, Vitali Klitschko est dans le collimateur du Bureau national anticorruption d'Ukraine, qui a ouvert une enquête pour corruption et haute trahison. Klitschko et ses adjoints seraient impliqués dans des transactions immobilières qui ont fortement grévé les ressources financières de Kiev. Klitschko a publiquement démenti ces accusations, parlant d'attaques à motivation politique. Partie 2. Les flux financiers, ce qui est réellement en jeu en Ukraine. Ainsi, pendant qu'une guerre se déroule sous les yeux de tous, faisant impitoyablement des victimes des deux côtés, et qu'en même temps des acteurs d'État jouent parfaitement les rôles qui leur sont attribués, les véritables ficelles sont tirées en coulisses. Dans la deuxième partie, nous suivons maintenant les flux d'argent qui entrent en Ukraine afin de déterminer les véritables enjeux de ce pays. Dans LifeSite News, Frank Wright parle de Clayton Morris, ancien présentateur de Fox News. Ce dernier met en lumière la manière dont l'Ukraine est gangrénée par la corruption. Dès le début de son rapport, Morris souligne comment l'accord de paix, conclu 6 semaines seulement après le début de la guerre, a été torpillé par l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson afin de maintenir la guerre. En ce qui concerne la situation financière de l'Ukraine, Thomas Mayer décrit dans son livre que sans le financement, les livraisons d'armes et l'aide militaire de l'OTAN, la guerre aurait pris fin après quelques mois seulement. Certes, des années plus tard, on pense aux récentes annonces du président américain élu Donald Trump sur la fin prochaine de la guerre en Ukraine. Mais peut-être est-ce uniquement pour se consacrer à un foyer d'incendie encore plus important au Proche-Orient? Quelles que soient les prochaines manœuvres, il n'y a rien de plus important que de dévoiler les stratégies et les actions des véritables agresseurs. Guerre à prix cassé.
Pourquoi les pays de l'OTAN dépensent-ils des sommes monstrueuses pour cette guerre? Le récit officiel est qu'ils sont moralement tenus de défendre les valeurs occidentales en Ukraine. Jack Keane, général américain à la retraite, président de l'influent Institute for the Study of War et analyste stratégique en chef de la chaîne de télévision Fox News, a été étonnamment honnête à ce sujet lors d'une interview le 12 octobre 2022. L'investissement des États-Unis en Ukraine en vaut la peine. Les 66 milliards de dollars américains en 2022 ne représentent que 1,1% de notre budget national. Donc, ce que nous obtenons pour 66 milliards de dollars, c'est l'Ukraine qui se bat, qui détruit littéralement l'armée russe sur le champ de bataille. Le sénateur républicain américain Mitt Romney n'a pas eu honte d'utiliser des mots encore plus forts lors d'une visite d'une entreprise d'armement. Et d'ailleurs, prendre une somme équivalente à environ 5% de notre budget militaire pour aider les Ukrainiens, c'est à peu près la meilleure dépense de défense nationale que nous ayons jamais faite. Nous ne perdons pas de vie humaine en Ukraine. Et les Ukrainiens se battent héroïquement contre la Russie, qui a 1500 armes nucléaires pointées sur nous. Nous affaiblissons et détruisons donc l'armée russe pour une somme très faible. Vadim Prishteiko, ambassadeur d'Ukraine à Londres, a également souligné cet odieux calcul dans une interview publiée dans Newsweek le 7 janvier 2023. L'Occident a maintenant une chance unique. Il n'y a pas beaucoup de nations dans le monde qui se permettraient de sacrifier autant de vies humaines, de territoires et de décennies de développement pour vaincre un ennemi juré. L'aide militaire américaine, un investissement dans sa propre industrie d'armement. Le 24 avril 2024, The Kiev Independence écrivait « La Chambre des représentants a finalement adopté le 20 avril le paquet décisif d'aide à l'étranger qui comprend 60,84 milliards de dollars pour l'Ukraine. » À peine l'encre de la signature du président Biden avait-elle séché que les médias américains annonçaient qu'il ne s'agissait pas de l'aveu d'un échec de la politique américaine. En effet, les républicains et les démocrates s'étaient livrés pendant des mois à un show autour de cette question du paquet d'aide. Non, c'est exactement ce qui était prévu dès le départ. L'argent facile devait continuer à couler. Cela signifie la redistribution de l'argent des contribuables, de la classe moyenne et de la classe ouvrière dans les poches du complexe militaro-industriel. Après la signature des aides militaires, une nouvelle étape arrive impérativement. Reuters a en effet aussitôt déploré que les 61 milliards de dollars de bouées de sauvetage pour l'Ukraine ne soient pas suffisants. Les hommes politiques ukrainiens, comme le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, ont également fait preuve de leur ingratitude habituelle. Les ressources n'étaient pas suffisantes à aucun point de vue. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les appels immédiats à mettre plus de moyens à disposition? Joe Biden en a tout de suite donné la raison. Nous aidons l'Ukraine tout en investissant dans notre propre base industrielle. Regardons de plus près les investissements et gardons à l'esprit que la population est en fait maintenue dans l'idée que les fonds servent à soutenir l'Ukraine. 80 à 90% des fonds qui viennent d'être approuvés pour l'Ukraine ne quitteront jamais les frontières américaines, écrit l'auteur polonais Jakub Dymek. Il a examiné le plan d'aide adopté par le Congrès américain en avril 2024. Il ne s'agit pas du tout de 60 milliards, il ne s'agit pas du tout d'une aide, et la plupart du temps, il ne s'agit même pas de l'Ukraine. En fait, moins d'un cinquième de ces fonds parviendra un jour à l'Ukraine. Sur le site nachdenkenseiten.de, Werner Rugemer dévoile la fourberie américaine comme suit. Du paquet d'aide de 60 milliards, les quelques 10 milliards qui iront effectivement à l'Ukraine devront de toute façon être remboursés. Une grande partie de cette aide va aux forces armées américaines. 7,3 à 11,5 milliards sont destinés aux activités et aux frais de personnel des forces armées américaines ainsi qu'à l'entretien des militaires stationnés en Europe, aux primes, aux indemnités des soldats et aux fonctionnaires et à bien d'autres choses encore. Une partie du paquet d'aide est destinée à la réparation, au renforcement et à la surveillance du mur de protection de l'ambassade américaine à Kiev. Une autre partie va aux autorités civiles américaines pour contrer l'influence chinoise dans le cadre du conflit ukrainien. Ces fonds peuvent également être transférés à des acteurs privés, par exemple aux médias.
Les systèmes d'armes retirés du service comme les chars Abrams sont livrés à l'Ukraine et sont aussi comptabilisés comme paquets d'aide, de même que les subventions aux entreprises de défense américaines afin de pouvoir développer, entre autres, de nouveaux chars plus performants. La plus grande partie du paquet d'aide va sous forme de commandes et de subventions à des groupes d'armement américains ainsi qu'à des entreprises d'armement étrangères, comme par exemple le groupe allemand Rheinmetall. Afin de sécuriser ces paquets d'aide à long terme, le gouvernement ukrainien a négocié avec l'administration Biden la signature d'un accord de sécurité de 10 ans. Cela devrait fixer le financement américain pour l'Ukraine pour les 2 prochaines administrations américaines et demie. Les géants mondiaux de l'armement veulent-ils ainsi s'assurer à l'avance des financements pour un conflit bien plus important, par exemple au Proche-Orient? L'Ukraine semble être une sorte de catalyseur à cet égard. L'industrie américaine de l'armement et son fan club à Washington DC sont en tout cas bien décidés à laisser le flux d'argent continuer à couler en direction de l'Ukraine. Pour jeter un autre pont vers l'Europe, l'administration américaine ne se lasse pas d'exhorter ses partenaires de l'OTAN à augmenter leurs dépenses militaires. Il est important de le savoir, car le matériel militaire si urgemment nécessaire doit bien entendu être acheté aux États-Unis. Qui verra ses poches se remplir lorsque la corbeille de quête aura fini de passer dans les rangs? Évidemment, BlackRock. BlackRock est le plus grand propriétaire d'entreprises et de banques américaines et européennes dans le monde. BlackRock est le principal actionnaire des industries occidentales de l'armement, de la fracturation des énergies fossiles, du numérique, de la pharmacie et de l'agrobusiness, et depuis fin 2022, il est également le coordinateur officiel de la reconstruction de l'Ukraine. Entre-temps, JP Morgan, également contrôlé par BlackRock, est venu s'ajouter comme bailleur de fonds décisif dans la reconstruction. Comment les banques et les fonds d'investissement américains gagnent de l'argent en Ukraine? À propos de JP Morgan, en 2019, JP Morgan, l'une des plus grandes banques d'investissement du monde, avait déjà prêté 350 millions de dollars à l'Ukraine en achetant des euro-obligations du pays. Ces obligations d'État sont adossées à des actifs publics, ce qui signifie que des actifs réels sont en jeu. Infrastructures, centrales thermiques, centrales nucléaires, entreprises agricoles et industrielles. JP Morgan, en tant que stratège avisé sur l'échiquier mondial, n'a pas injecté cette gigantesque quantité d'argent dans l'Ukraine pour rien. Dans la situation économique désastreuse actuelle, il est de fait impossible de rembourser les euro-obligations ukrainiennes et c'est précisément ce moment que JP Morgan a visé. Le gouvernement ukrainien ne pourra pas rembourser ces euro-obligations et les actifs réels de l'État tombent désormais entre les mains des grands investisseurs. Si comme prévu les remboursements ne sont possibles ni par de l'argent ni par des intérêts, ils peuvent aussi être réclamés de manière non monétaire. Il peut aussi s'agir par exemple des autorisations pour l'extraction de terres rares comme le lithium ou pour des bases militaires étrangères. Un autre grand joueur sur cet échiquier mondial est le groupe américain Vanguard. Vanguard gère des fonds d'investissement privés et rachète également des biens publics ukrainiens sous couvert d'aide économique. Fin avril 2023, la Société nationale ukrainienne de production, de transport et de transformation du pétrole et du gaz Naftogaz a entamé des discussions avec les géants de l'énergie, Chevron, ExxonMobil et Halliburton, en vue de vendre ses actifs. L'objectif est de stimuler la production d'énergie et de remplacer les livraisons d'énergie russes en Europe, a déclaré Oleksiy Sernyshov, président du conseil d'administration de Naftogaz. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que le contrôle de tout le secteur pétrolier et gazier ukrainien tomberait concrètement entre les mains de ces entreprises. En apparence, Chevron, ExxonMobil et Halliburton semblent se faire concurrence, mais les apparences sont trompeuses. Vanguard détient la majorité des parts des 3 entreprises, dirige et contrôle ainsi de facto toutes les activités. Vanguard a ainsi obtenu le monopole absolu sur le secteur du pétrole et du gaz en Ukraine. Les choses ne s'arrêtent pas là. Entre 2020 et 2022, alors que Zelensky venait de signer une loi ouvrant le marché foncier, Vanguard apparaissait soudain sous un nouveau jour. Tels des vautours tournoyant au-dessus de leur proie, Monsanto, Cargill et DuPont, dont les principaux actionnaires sont Vanguard et BlackRock, s'emparent alors de 17 millions d'hectares de terres agricoles en Ukraine, 52% des terres agricoles du pays. L'avantage de cette collaboration pour BlackRock et Vanguard
et que le transfert de la propriété de l'État en échange de crédit est le moyen ultime de racheter, ou plutôt de spolier, entièrement un pays de manière légale. Et les dirigeants ukrainiens, en particulier en la personne du président Zelensky, font office de directeurs des ventes. Le graphique qui s'affiche explique encore une fois clairement les principaux flux financiers de cette alliance malsaine. BlackRock et Vanguard, qui sont les plus gros investisseurs du monde, sont directement liés à JP Morgan. Des groupes affiliés et contrôlés par BlackRock et Vanguard dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture prennent le contrôle d'actifs réels en Ukraine sous la forme de terres agricoles, de production de pétrole et de gaz, de transport d'énergie, etc. Des entreprises de sécurité privées et à nouveau contrôlées par BlackRock et Vanguard attisent le chaos et l'anarchie avec des forces radicales sur le terrain. Un pays en ruine s'enfonce à la corruption et la fraude à l'investissement décrite ici passe largement inaperçue. Le documentaire de CLA TV « Comment fonctionnent les guerres modernes » donne d'autres aperçus de ces manœuvres ciblées. Il y a une bonne raison pour laquelle BlackRock, Vanguard et JP Morgan continuent d'accorder des crédits incroyablement élevés à une Ukraine déjà désespérément surendettée. Depuis les années 1990, l'Ukraine est l'état clé pour la conquête non seulement de la Russie, mais aussi en perspective de toute l'Eurasie, de Lisbonne à Vladivostok. C'est ce que le conseiller présidentiel américain Brzezinski annonçait publiquement et avec exubérance dès 1997, après la fin du socialisme. Car les ressources et le territoire de l'Eurasie devraient être à la disposition des États-Unis s'ils veulent s'affirmer à long terme comme seule puissance mondiale, même contre des ennemis émergents comme la Chine. Nous savons aujourd'hui qu'il ne s'agit pas seulement d'une puissance mondiale, au sens où on l'entendait à l'époque, mais d'un nouvel ordre mondial dans son ensemble. Ainsi, Larry Fink, PDG de BlackRock, affirme lui-même dans l'Insider Paper du 28 mars 2022 que la guerre en Ukraine va déclencher un nouvel ordre mondial qui fera passer la mondialisation à une autre phase. Concernant les innombrables victimes sur le champ de bataille, Larry Fink fait remarquer, citation, « Je pourrais faire valoir que les grands gagnants sont les pays dont la population diminue. » Selon lui, la baisse des taux de natalité et l'augmentation des taux de surmortalité constituent un avantage décisif pour la vente de l'IA et du remplacement des humains par des robots. Citation de Fink, « Les problèmes sociaux que vous aurez si vous remplacez les hommes par des machines seront beaucoup plus simples dans les pays où la population diminue. » Nous résumons. Les personnalités sur les scènes politiques mondiales et les soi-disant stars des galas étincelants nous trompent. Il faut montrer leur vrai visage à l'opinion publique mondiale, la sale gueule qui se cache derrière. Lorsque nos concitoyens comprendront que derrière de tels héros se cachent en réalité, entre autres, des trafiquants d'enfants qui font aussi un gigantesque business de la souffrance indicible des enfants traumatisés par la guerre, alors un monde s'écroulera pour eux. Mais ce monde illusoire peut et doit s'effondrer. Il n'est qu'une façade pour ce que nous sommes censés entendre, voir et penser. Des groupes mondiaux sensus comme BlackRock et Vanguard ont l'audace, tels des vampires, de saigner financièrement des travailleurs, des entreprises et des États entiers. Avec leur objectif démoniaque, un nouvel ordre mondial. Celui-ci est alimenté par les profits de la mort et du pillage et finance une tyrannie numérique qui doit être présentée comme la panacée pour un monde dépeuplé. Dans le contexte actuel, l'Ukraine doit en payer le prix, et s'il le faut, jusqu'au dernier homme, comme le dit Zelensky de manière incantatoire dans ses discours de motivation. Elle doit être sacrifiée sur l'autel de ceux qui aspirent à diriger le monde comme pourvoyeurs de ressources et projets pilotes d'une dictature numérique. Il ne tient qu'à nous de faire échouer ces plans abominables. Non, Larry, ce nouvel ordre mondial n'arrivera pas. Pas avec nous. Nicht mit uns. Bomben fallen, Menschen sterben. Ich schrei, wann gibt es Frieden auf Erden? Kinder im Kriegsgebiet, weinen stehen sie da, fragen, wann ist dieser Krieg vorbei? Mama,
können nicht mehr schlafen in der Nacht, weil Bösewichte spielen mit globaler Macht. Raketen schlagen in den Zimmern ein und du fragst dich, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemals würde ich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich und Gott lebt in dir. Dein Leben ist mein Leben, Gott auch in mir. Soldaten, legt die Waffen nieder, es reicht, für die Falschen zu sterben. Immer wieder sitzen wir in Schützengräben, ein Gutes zu tun und Recht zu beheben. Wie viel tote Kameraden noch? Es ist immer noch nicht genug. Keine Seele darf mehr sterben für diesen Völkerbetrug. Können nicht mehr schlafen in der Nacht, weil Bösewichte spielen mit globaler Macht. Raketen schlagen in den Zimmern ein und du fragst dich, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemals würde ich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich und Gott lebt in dir. Dein Leben ist mein Leben, Gott auch in mir. Weißt du, ich greif nicht zu den Waffen, denn im Alltag gilt es Frieden zu schaffen. Die größte Liebe ist, deine Freunde zu lieben. Zu Hause trainieren, über Spaltung zu siegen. Bis wir wieder schlafen können. In der Nacht. Und Bösewichte verspielt haben ihre Macht. Und Kinder wieder lachend auf die Straße gehen. Mein Gott, dieses Leben werde ich noch sehen. Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemals würde ich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich und Gott lebt in dir. Dein Leben ist mein Leben, Gott auch in dir.